par exemple, lors de votre investiture, de votre accueil au sein du MRC, il y a le professeur, ce juriste, oui, Tim Cheng, qui a expliqué les raisons qui attestent désormais que le professeur Maurice Kamto sera candidat, que cela ne souffre plus d'aucun doute. Mais finalement, on a écouté d'autres experts sur d'autres plateaux qui disent le contraire. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir qu'il y a beaucoup d'intellectuels camerounais qui sont doués d'une extrêmement mauvaise foi. La loi est claire et son interprétation ne devrait souffrir d'aucun quiproquo. L'article 121 ne dit pas que pour investir un candidat, le parti doit avoir participé à l'élection précédente. Non. Il ne faut pas confondre participer à une élection et avoir des élus. En d'autres termes, on peut ne pas participer à une élection et avoir des élus, être représentés dans une assemblée. Par exemple, si vous prenez les élections sénatoriales, ni Issa Chiroma Bakari, ni le fait d'accueillir Dassala ne sont allés aux élections sénatoriales. Mais ils ont des élus. Ils ne sont pas allés, ils n'ont pas eu de sénateurs, mais le président a nommé des sénateurs au sein de ce parti-là. Donc ça veut dire que l'élection n'est pas la seule possibilité d'avoir des élus. Et il vous souvient qu'en 92, le RDPC avait pris les élus du MDR pour constituer une majorité au Parlement, les 6 députés du MDR. C'est ces 6 députés qui sont sauvés, le RDPC, que le gouvernement ne tombe pas, puisque le RDPC était minoritaire au sortir des résultats des élections législatives de 1992. Donc eux aussi, ils ont profité de la venue de certains députés dans leur rang pour soutenir leur cause. Alors ça fait que quand on est élu, on a un mandat. Et ce mandat-là, il a une période. Il est attaché à la personne de l'élu. Parce que la loi dit que le parti doit être représenté à une assemblée. Le parti n'est pas une personne physique pour aller s'asseoir dans une assemblée. Le parti ne peut être représenté dans une assemblée que par un élu. Tout à fait. Maintenant, quand vous êtes élu, vous avez votre casquette d'élu qui est attachée à votre personne. Si vous êtes exclu de votre parti, vous restez quand même avec ce mandat. Mais comme c'est votre cas? Oui, c'est mon cas. Oui. J'ai été exclu du SDF en 2023. Tout à fait. Mais on ne m'a pas chassé de la commune. Oui, mais non, si le SDF veut compter ses conseillers municipaux, vous en faites partie toujours, non? Non. Non. C'est donc cette confusion qui est créée. Je ne fais plus partie des conseillers municipaux du SDF. Mon exclusion balaye toute allusion au SDF de faire partie, de compter encore sur mon mandat. Tout comme la démission du maire avec la quarantaine de conseillers qui sont partis au RDPC avec lui, enlève au SDF ce mandat, il n'a plus. Le SDF est aujourd'hui représenté à la commune de Bafoussam Premier par peut-être 2 ou 3 conseillers sur 61. Tous les autres se sont éparpillés. Donc ça fait que quand vous partez de votre parti, quand vous êtes exclu d'un parti, ou quand vous démissionnez d'un parti, vous gardez votre mandat. Quand vous adhérez à un nouveau parti, c'est avec ce mandat-là. Ce mandat est transféré à votre nouveau parti. Ça fait que ce parti peut se prévaloir d'être représenté dans cette institution. À savoir qu'aujourd'hui, le MSC peut se vanter d'être représenté au conseil municipal de Bafoussam Premier par 4 conseillers, en attendant que les autres arrivent, par 4 conseillers. Alors, s'il est représenté par 4 conseillers, ça veut dire qu'il a des élus qui sont venus par le biais de la transhumance politique. Tout à fait. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, c'est les juristes qui interprètent autrement cet article, font une interprétation erronée de l'article 121. Aujourd'hui. Donc c'est fait à dessein. Oui, c'est fait à dessein, c'est des interprétations partisanes. C'est fait pour soutenir une cause, c'est pas pour éclaircir les Camerounais. Il faut démontrer la loi. La loi est peut-être mal écrite, il faut la repréciser. Tout à fait. On n'a pas dit le parti qui allait aux élections. Le parti qui est représenté. La loi dit expressément qu'il faut que le parti soit représenté dans une assemblée. Si vous êtes représenté comment? Par des personnes physiques. Tout à fait. Donc si vous réussissez à arracher un élu dans un parti, ça vous donne la représentation. À ce moment, vous avez qualité pour investir un candidat à l'élection présidentielle. Donc moi je pense que il faudrait que les gens interprètent les textes tels qu'ils sont écrits. Voilà. Et vous savez, moi je suis convaincu que cette hypothèse ne sera ni acceptée par l'Élecam ni acceptée par le Conseil constitutionnel, qui sont des instances constituées en majorité des anciens militants et sympathisants du parti au pouvoir. La plupart des gens qui siègent là ont été militants actifs du RDPC. Si vous prenez le ministre Lekene Donfak, il a été ministre RDPC et militant du RDPC dans la mémoire. Vous pouvez compter sur beaucoup d'autres personnes. Celle qu'on vient de nommer, la dame de l'Est, là, ça a créé un scandale parce qu'elle était encore membre du comité central. Tout à fait. Du RDPC. Et ancien sénateur également. Voilà. Donc, quand vous avez des gens comme ça qui ont été longtemps partisans, ce n'est pas en entrant dans cette assemblée qu'ils vont devenir indépendants. Donc vous estimez que les dés sont pipés d'avance pour l'opposition? Oui, les dés sont pipés d'avance et c'est pour ça qu'il faut se battre. Le Conseil constitutionnel et le Conseil électoral ne sont pas des institutions qui sont favorables à l'opposition. C'est des institutions qui se battent pour maintenir le président actuel au pouvoir et pour maintenir le RDPC au pouvoir. Parce que la plupart d'entre eux ont milité effectivement et activement dans ce parti. Si vous prenez le président du Conseil électoral, Ino Abraham Segbe, qui a été gouverneur du Nord-Ouest, gouverneur de l'Adamawa, gouverneur du Sud. Vous savez que les gouverneurs participent aux assemblées du RDPC, qui a été inspecteur général au MINAT. Donc c'est quelqu'un qui a été militant du parti au pouvoir, qui doit toute sa carrière, tout ce qu'il est devenu, c'est grâce au parti au pouvoir. Donc un monsieur comme ça, comment croyez-vous qu'il va être indépendant? Vous prenez Dorothy Ndjema, qui est membre du conseil électoral,
qui a été membre du comité central du bureau politique du RDPC. À l'époque, quand on avait critiqué leur nomination, on nous a expliqué qu'ils ont démissionné. Mais c'est des démissions factices. Mais pourquoi c'est seulement aujourd'hui que l'opposition pose ce problème avec acuité? Parce que les années antérieures, lors des élections, à l'approche des élections passées, on n'a pas eu ce genre de revendication. On a quand même l'impression que c'est aujourd'hui qu'on éclaire la lanterne des Camerounais sur certaines expressions utilisées de droit, en fait. Non, les contestations sur le code électoral, oui, le code électoral. Dans le SDF, nous l'avons contesté énergiquement avec le chairman. Nous avons même fait des propositions. Vous avez été soutenu par d'autres partis de l'opposition? On n'a pas fait beaucoup de tapage là-dessus avant. Et parce qu'il n'y a pas encore les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont venus renforcer aussi voilà. cette dynamique. Les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés que maintenant. Oui. Et il va vous souvenir que il y a eu un collectif de l'opposition, avec l'opposition actuelle, qui a réécrit un projet de code qui est allé à la présidence. Thomas Mondamjé, à la cérémonie des vœux de janvier, a même interpellé le chef de l'État dessus, qui a prétendu n'avoir pas vu cette proposition. Mais il a dû les voir. Mais comme ils savent que l'actuel code de leur est favorable, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il change. Donc, c'est un peu ça. Mais je pense que même avec ce code électoral, si l'opposition s'organise bien, si les militants de l'opposition sont dressés de manière que chacun devient le gendarme des élections, on peut avoir des résultats positifs. Si avec ça, l'opposition peut gagner des communes, ça veut dire que si sur un plan plus large, si l'opposition s'organise pour contrôler un grand nombre de spectateurs de part et d'autre. Oui. Si on peut choisir des gens, un collectif dans les bureaux de vote, des gens qui vont permettre... Parce que l'embêtant, c'est que parfois, il y a des zones où l'opposition n'arrive pas à avoir le procès verbal. Et ça pose le problème de la liste électorale que l'ECAM ne veut pas publier. Parce que justement, quand on fait l'élection, comme eux, ils cachent le nombre d'électeurs. Ils voient à peu près quelles sont les zones où l'opposition n'est pas représentée, comment gonfler l'électorat dans ces zones, falsifier les procès-verbaux, pour venir combler là où le parti, l'opposition a gagné avec de larges majorités. C'est pour ça que, parce que si on avait la certitude que nous allons aux élections présidentielles avec 8 millions d'électeurs, si on se retrouve avec le suffrage de tous les candidats qui dépassent 8 millions, ça veut dire qu'il y a eu fraude. Et là, on peut annuler cette élection les yeux fermés. Mais pourquoi l'ECAM cache le chiffre des inscrits? Justement, c'est pour organiser ce genre de fraude-là. C'est-à-dire que si on trouve qu'il y a plus de votants que les gens qui sont réellement inscrits, ils vont vous sortir un chiffre d'inscrits qui va correspondre avec les manœuvres qu'ils ont concoctées. Et c'est en ça que la non-publication de la liste électorale, c'est le début de la fraude électorale. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas les efforts qui sont faits par rapport à avant? C'est-à-dire, on a évolué quand même, et les CAM, à travers peut-être l'acquisition de nouveaux kits, il y a 1000 kits récemment qu'ils ont acquis, et ils estiment que ça va faciliter quand même le travail sur ce plan-là. Est-ce qu'on peut pas dire quand même qu'il y a des avancées? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait des avancées. Et les CAM n'a pas bougé d'un iota par rapport à la lutte contre la fraude électorale. Il y a plein de choses. Les kits qui sont arrivés là, on a quelle garantie que d'ici la convocation du corps électoral, et les CAM peut inscrire 5 millions de personnes, par exemple. Et les CAM devaient organiser des inscriptions populaires, c'est-à-dire se déplacer même dans les services pour inscrire les gens, se déplacer dans les établissements pour inscrire les gens. Ce n'est pas ce qui est fait. Ils vont s'asseoir quelque part, ils attendent que les gens viennent. Or, si vous prenez une métropole comme Douala, où des gens sont plus préoccupés par leur gagne-pain quotidien, parce qu'ils souffrent, etc., mais ce n'est pas facile de trouver un monsieur qui demande une permission d'une demi-journée pour aller s'inscrire. C'est compliqué. Mais c'est temps, il y a la population qui reproche justement les acteurs de l'opposition, en particulier, de toujours aller vers ces élections de manière dispersée. D'où des initiatives comme le groupe de Douala, qui a été mis sur pied par Anissé Kané, Sambaka et bien d'autres. Que pensez-vous justement de ce projet? Est-ce qu'il n'est pas temps que l'opposition puisse se fédérer leurs énergies autour de ce candidat? Oui, c'est vrai, c'est normal, c'est bien que ce genre de regroupement soit fait. Mais je crois que il faut compter sur les égoïsmes des leaders de l'opposition. Il y a beaucoup d'égoïsme là-dedans. À savoir que quand vous faites un regroupement comme ça, c'est chacun qui veut être en tête. Tout à fait. Même celui qui n'a pas de militant du tout. Si les leaders pouvaient s'asseoir, je prends l'exemple de 92. En 92, quand le SDF siège pour désigner son candidat à l'élection présidentielle, l'Union pour le changement avait déjà siégé, en l'absence de Fondi, qui était occupé à préparer son congrès. L'Union pour le changement s'était réunie et avait désigné son candidat. Fondi n'était pas là. Pendant le congrès, l'Union pour le changement a envoyé un émissaire au congrès du SDF pour dire que vous voulez choisir votre candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que nous, l'Union pour le changement, nous avons déjà notre candidat, qui est John Fondi. Donc, c'est parce que ces leaders avaient reconnu l'assise populaire du SDF et la popularité de son candidat. Si les leaders de l'opposition s'associent et disent que bon, on reconnaît que tel est mieux placé, et pas l'implantation de son parti, et pas la popularité de la personne pour être notre leader, si de manière objective, les gens peuvent reconnaître cela, ce serait une très bonne chose. Moi, j'ai proposé à ce que ces leaders-là prennent pour référence la dernière élection présidentielle et les rangs que chacun a occupés. Si vous allez à la dernière élection présidentielle, vous voyez comment les gens ont occupé les postes. Ça voudrait dire, ça souligne l'implantation et la popularité de cela. À ce moment-là, il faut en tenir compte dans le choix du candidat. Mais donc, est-ce que c'est parce que certains partis politiques de l'opposition jouent le jeu du parti au pouvoir? S'ils ne sont pas réellement des opposants et ils sont là pour diviser les oppositions. C'est vrai et c'est normal. Le parti au pouvoir infiltre énormément l'opposition pour la casser, pour éviter une dynamique unitaire.
J'ai personnellement expérimenté cela. Je crois que c'était à l'occasion du regroupement de 2004. L'opposition s'était réunie pour choisir, pour désigner un candidat à l'élection présidentielle, un candidat unique. Les réunions sont allées jusqu'à la dernière minute où Issa Chirouma Bakari et Sanda Oumarou sont allés chercher Edouard Kamifou, un militant notoire du RDPC, pour vouloir l'imposer comme candidat unique de l'opposition. Sous prétexte qu'il est du Sud, il a démissionné du RDPC, il est mieux placé pour fragiliser le chef de l'État dans son fief et pour faire que l'opposition gagne. Mais en fait, c'était une manœuvre pour soit mettre quelqu'un qui en dernière minute va démissionner et demander qu'on soutienne le président, soit pour casser la dynamique de l'élection des candidats uniques consensuels de l'opposition. Et cette stratégie a marché. Et ceux qui l'avaient initié ont été récompensés par la suite. Ils sont avec le gouvernement actuellement. Donc moi je pense que c'est de bonne guerre. On est en politique, chacun fait le maximum d'efforts pour fragiliser son adversaire. Ce que je voudrais, c'est que nos leaders de l'opposition copient l'exemple de nos frères en Afrique de l'Ouest, qui sont des patriotes et des nationalistes, qui pensent à l'intérêt de leur pays, à l'intérêt de leur population, avant de penser à leurs intérêts personnels. J'ai l'impression au Cameroun que beaucoup de Camerounais militent pour chercher un intérêt personnel, pas pour chercher un intérêt pour la population. Donc, j'encourage tout regroupement de l'opposition qui soit de nature à faire qu'on ait une candidature consensuelle. Parce que si on a une candidature consensuelle, ça renforce l'assise de l'opposition sur le terrain, ça renforce la surveillance des élections, on aura plus de bras, plus de personnes et tout cela. Et ça fait qu'on a plus de chances de gagner. Mais je ne voudrais pas qu'on mette dans la tête des Camerounais que sans ça, on ne peut pas gagner une élection. C'est le peuple qui doit jouer son rôle. Oui. Voilà. Monsieur le maire, on va sortir bientôt de cet entretien. Déjà, il faut dire que vous êtes très très occupé. Les téléspectateurs peuvent le constater. Vous êtes en pleine audience. Et la Cour a repris. Voilà, la Cour a repris. Oui. Mais peut-être une dernière question. Comment trouvez-vous l'avenir avec le MRC? Vous qui êtes entré par la base, vous avez bien précisé hier, vous n'êtes pas entré par le sommet, comme certains. Et compte tenu justement de vos années en politique, de ce que vous représentez sur le circuit politique camerounaise. J'ai pleinement confiance au MRC, pleinement confiance en ce que le candidat de ce parti, même s'il n'est pas investi par le MRC, s'il est investi par un autre parti, que ce candidat soit en mesure de gagner l'élection présidentielle et d'apporter l'alternance. C'est le sens que je donne à mon adhésion à ce parti. À savoir que je vais mobiliser autour de moi toutes les forces possibles, tous les militants qui le veulent, pour que nous puissions unir nos forces et qu'on apporte à ce parti tout le combat et toutes les forces qu'il faut pour avoir un résultat positif à l'élection de 2025, l'élection présidentielle de 2025. Donc, je ne viens pas pour un temps, je viens pour finir ma carrière politique dans ce parti. Et si le professeur Maurice Kamto venait à ne pas être candidat, peut-être ça pourrait être une surprise. Est-ce que le MRC aura le même engouement autour peut-être d'un candidat qui sera désigné, peut-être venant d'une coalition avec un autre parti? Oui, moi je pense que ce que nous recherchons, c'est l'alternance. Oui. Quelle que soit la personne qui nous apporte cette alternance. Si à jamais il arrive que le professeur Maurice Kamto ne soit pas investi du tout, de manière définitive, et que là, il appartiendra maintenant au directoire du MRC de se réunir et de voir sur quel candidat porter les voix du MRC. Les consignes seront données. Nous pensons qu'on peut valablement soutenir un autre candidat de l'opposition qui vise à faire changer les choses. Moi, j'apporterai mon soutien, même si ce n'est pas le professeur Maurice Kamto. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.